c'est autour de 70%. On perd 30% des patients encore. Ce qui est bien entendu beaucoup plus bien mieux qu'autrefois, mais ce qui est encore trop. 30% qui ont tout de même des survies beaucoup plus prolongées, parce qu'il est une chose de décéder à la première année, c'est pas la même chose de décéder à la 10e année. Donc il y a à la fois une augmentation sur le plan quantitatif en termes de survie, mais également sur le plan qualitatif. Les survies sont beaucoup plus longues et bien meilleures en qualité qu'elles ne l'étaient autrefois, avec des traitements efficaces et qui sont, en règle générale, pour les tumeurs digestives en particulier, assez bien tolérés. Donc, les améliorations qu'on connaît actuellement dans les résultats carcinologiques pour le cancer du côlon ne sont pas dues qu'au dépistage. Ils sont dus, bien entendu, aux nouveautés thérapeutiques. Tous les jours, il y a des chimiothérapies nouvelles, des immunothérapies, des traitements dits ciblés. Vous avez entendu parler des traitements qui ne traitent que la cellule tumorale et qui ne traitent pas la cellule normale, donc qui sont très peu toxiques, qui sont bien tolérés et qui sont efficaces. Donc amélioration thérapeutique, amélioration également dans l'approche génétique de la maladie, cancer du côlon. Et toutes ces données-là de la biologie, qui sont confrontées avec les constatations cliniques, nous font faire des progrès quotidiens. Et actuellement, j'ai pas le temps, parce que là, je dois parler de dépistage, mais un petit mot simplement, il y a actuellement des traitements par des immunothérapies, par des traitements dits les anticorps monoclonaux, des traitements qui peuvent maintenir des métastases, c'est-à-dire des gens qui mouraient irrémédiablement autrefois, des métastases au niveau du foie, pendant des années, maintenir en vie des métastases pendant des années, avec également des traitements radiothérapiques beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Moi, je suis radiothérapeute, mais il y a 50 ans, on ne faisait pas de radiothérapie dans le foie. Actuellement, on fait de la radiothérapie dans le foie tous les jours. Et on traite et on guérit des métastases hépatiques par radiothérapie, avec des méthodes de précision qui sont extrêmes pour traiter la tumeur, toute la tumeur, rien que la tumeur, et ne pas traiter le foie sain, ne pas abîmer le foie sain qui entoure la tumeur. Et on peut ainsi, par des chirurgies aussi limitées, non mutilantes, on peut ainsi avoir des résultats tout à fait considérables sur le plan thérapeutique. Tout ceci pour vous dire que le dépistage est certes très important, mais ce n'est pas le seul responsable des améliorations thérapeutiques que l'on peut observer dans le cancer du côlon. Alors comment se réalise ce dépistage ? Ce dépistage, il se réalise de manière finalement relativement simple, et ça s'est amélioré, ça s'est simplifié par rapport aux premières méthodes de dépistage du cancer du côlon. Autrefois, c'était des recherches de sang dans les selles, on était obligé de faire 6 prélèvements, il y avait une fiabilité qui n'était pas très bonne, puisqu'on constatait beaucoup de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on laissait passer du sang qu'on n'était pas capable de détecter, et aussi beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire il y avait des réactifs qui prenaient pour du sang ce qui n'était pas du sang. Et ça a mené, bien entendu, à des coloscopies qui étaient inutiles, ça a mené à des perturbations psychologiques chez les personnes qui étaient soumises au dépistage, qui étaient totalement inutiles. Actuellement, donc beaucoup plus fiable et beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire beaucoup moins de faux négatifs, beaucoup moins de faux positifs, et un seul prélèvement au lieu de 6, des résultats beaucoup plus rapides qu'autrefois, parce qu'on était très gênés auparavant de proposer un dépistage, d'alerter les personnes, parfois même de les angoisser, de leur dire participez au dépistage, c'est absolument important, c'est très important pour vous, etc. Bon. Et puis leur faire cet examen et leur donner les résultats 6 mois après. C'était assez impensable. Actuellement, c'est beaucoup plus rapide. Ça se fait, les résultats les plus tardifs actuellement que nous ayons, c'est de l'ordre de 3-4 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On a centralisé également les lectures. Les lectures du dépistage ne se font pas dans la région. Pour notre département de l'Hérault, ça se fait dans un énorme laboratoire qui est à Cergy-Pontoise, dans la région parisienne, et qui centralise presque la moitié de tous les dépistages du cancer du côlon de France. Ça veut dire que ça se fait avec, là encore, des gens particulièrement expérimentés, puisqu'ils ne font pratiquement que ça de toute leur journée de travail. Donc ces résultats sont
fiable, et la pratique du dépistage, de la recherche de sang pour le patient, enfin pour la personne elle-même, pas le patient elle-même, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Ensuite, bien sûr, une fois que le résultat arrive, il faut en tenir compte. Alors, on dit que les résultats sont bien acceptés lorsqu'ils sont bien présentés. Il ne faut pas essayer d'éviter que ces résultats arrivent comme cela par la poste et qu'ils ne soient pas commentés. Les médecins généralistes, les médecins de famille, les médecins praticiens référents ont un rôle très important dans l'acceptation non seulement de la réalisation du test, mais également dans l'interprétation de ce test. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Est-ce que si c'est positif, est-ce que je vais mourir demain? Ou est-ce que je ne dois pas m'en préoccuper? Non, c'est ni l'un ni l'autre, évidemment. Il faut donc être très prêt pour nous, médecins, à expliquer tout cela aux patients de la manière la plus compréhensible possible et la plus acceptable possible. Quels sont les... Je vous disais qu'il est difficile de proposer ces campagnes de dépistage à la population entière. Nous sommes 66 ou 67 millions de Français, on ne va pas faire 66 millions de tests. Il faut les réserver dans un premier temps aux populations à risque. Quelles sont les populations à risque? 85 à 90% des cancers du côlon apparaissent après l'âge de 50 ans. Ce qui veut dire qu'on va privilégier, bien entendu, la tranche d'âge au-delà de 50 ans. L'incidence, c'est-à-dire la fréquence du cancer du côlon, diminue légèrement avec l'âge après 75 ans. Après 75 ans, il y a une légère régression du taux de cancer du côlon, et les résultats thérapeutiques sont globalement bien meilleurs que dans la période de 50 à 75 ans. Autrement dit, la tranche d'âge de 50 à 75 ans est la plus vulnérable par l'incidence et également parfois par l'agressivité cellulaire de ce cancer du côlon. Donc c'est cette tranche d'âge-là que, bien entendu, qu'il faut privilégier. Et ce qui ne veut pas dire du tout qu'on n'est jamais amené à proposer des coloscopies, des diagnostics précoces individuels avant 50 ans ou après 75 ans. Mais là, ce n'est plus du tout la campagne de dépistage que l'on applique à une population supposée normale a priori, c'est des méthodes de diagnostic que l'on applique à quelqu'un qui n'est pas supposé normal, à quelqu'un qui est venu voir son médecin, qui est venu consulter pour un trouble quelconque, ou quelqu'un qui appartient à une famille à très haut risque. Je vais vous dire dans un instant ce dont il s'agit. Il faut oublier, bien sûr, l'idée que c'est... Parce que quelquefois on entend, oui, docteur, vous me dites de 50 à 75 ans, c'est très gentil, mais après 75 ans, on est abandonné. Non, personne n'est abandonné. Vous sortez simplement de la campagne de dépistage systématique. Vous ne recevez plus de convocation, pour la mammographie, vous ne recevez plus d'invitation à faire le test de recherche de sang dans les selles après 75 ans pour ces raisons-là. Mais ce qui ne veut pas dire du tout que le médecin traitant ne peut pas vous prescrire une coloscopie, une recherche de sang dans les selles. Je vous ai dit également que c'était tous les 2 ans. Et ça, c'est très important, il ne faut jamais oublier de le dire. Et informer bien la population, dire qu'il faut répéter, sinon le dépistage perd de sa valeur. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'entre 2 coloscopies, espacées de 2 ans, s'il se passe quelque chose, on ne fait rien. Il faut faire très attention à cela. Il ne faut pas mettre dans la tête des gens, je suis dans le dépistage, je suis tranquille, même si j'ai quelque chose qui se passe, si j'ai une constipation opiniâtre, inopinée, qui arrive, qui n'est pas habituelle, je ne m'en soucie pas puisque mon dépistage était négatif. Non. Si vous avez des signes anormaux auxquels vous n'êtes pas habitué, il faut absolument voir votre médecin, même si vous avez fait il y a 1 an un dépistage qui était négatif. Parce qu'on sait qu'il peut éventuellement parfois se passer quelque chose entre 2 dépistages. Et ça, on en voit moins actuellement. On appelait ça, dans les débuts du dépistage, on appelait ça les cancers d'intervalle. C'est-à-dire ceux qui étaient dans l'intervalle de 2 examens de dépistage systématiques. Les mammographies qui diagnostiquaient
entre deux dépistages des cancers du sein, d'intervalle, c'était la même chose qu'un gastro-entérologue qui était obligé de faire la coloscopie parce qu'il y avait des signes cliniques. Entre deux dépistages, c'était les cancers du côlon d'intervalle. On a moins maintenant parce qu'on sait justement, les médecins le savent mieux, la population également est mieux informée, on sait que dès qu'il se passe quelque chose, il ne faut pas attendre le prochain dépistage qui va arriver dans un an. Non, il faut aller voir tout de suite son médecin. Quelles sont les populations à risque dont je vous parlais? Je vous ai dit 85% avant 50 ans d'âge. Deuxièmement, à l'intérieur de ces tranches d'âge, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. D'abord, ce sont les antécédents personnels. Qu'est-ce que c'est les antécédents personnels? C'est bien entendu ceux qui ont fait déjà des polypes ou déjà des cancers du côlon. Parce que quand on en fait un, le côlon, c'est le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, c'est moins long que l'intestin grêle, mais c'est quand même assez long, ça doit faire à peu près 2 bons mètres, hein, l'ensemble, 2 bons mètres l'ensemble de cadre colique. Donc vous avez de la place pour faire des cancers. Hein. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'en découvrir parfois plusieurs chez le même patient au même moment. Hein. Donc ces patients qui ont fait un cancer peuvent en refaire un autre. Donc les antécédents personnels vous mettent en situation de haut risque. Les antécédents aussi de polypes. De la même manière, il faut faire très attention aux personnes qui ont déjà eu une pathologie colique, quelle qu'elle soit, bénigne ou maligne. Les antécédents familiaux. Alors là, c'est quelque chose de très important, c'est une grande voie de recherche actuellement qui n'est pas du tout terminée, ça continue, on découvre des choses tous les jours, grâce à la génétique, grâce à l'étude des gènes de prédisposition au cancer du côlon. Vous savez qu'il n'y a pas le cancer n'est pas héréditaire. Il n'y a pas de gène du cancer. On ne dit pas, tiens, il a le gène là, c'est le cancer, ça serait trop simple. On va traiter ça par un traitement génétique, comme on fait pour les myopathies par exemple. Non. Il y a simplement des gènes de prédisposition. Il y a des gènes qui sont des avertisseurs en quelque sorte, des lanceurs d'alerte. Attention, là, cette personne a ces gènes-là, elle a beaucoup plus de chances statistiques de faire tel cancer qu'une autre qui n'a pas ces gènes-là. Ces gènes de prédisposition. Il y a une maladie, le syndrome de Lynch, vous avez peut-être entendu parler des familles qui font des cancers du côlon, des cancers chez la femme, des cancers de l'endomètre. Alors bien sûr, quand vous êtes de cette famille-là, que vous êtes un homme, vous ne faites pas le cancer de l'endomètre, vous faites un cancer du côlon. Mais quand vous êtes une femme de cette famille-là, syndrome de Lynch, vous pouvez faire le cancer du côlon, mais aussi des cancers de l'endomètre. L'endomètre, c'est le corps de l'utérus. Le syndrome de Lynch a une traduction génétique, un support génétique très identifié, très bien connu à l'heure actuelle. Ces familles-là aussi peuvent avoir simplement des gènes de prédisposition à la polypose. C'est la polypose familiale. Et on sait que la transformation de ces polypes en cancer est beaucoup plus fréquente dans les polyposes familiales que dans les polyposes non familiales. Et on sait aussi que ceux qui appartiennent à ces populations à très haut risque sur le plan familial, souvent font des cancers, ce sont des 5 à 10% ou 15% de cancers avant 50 ans. Et c'est pourquoi, quand on appartient à une famille à très haut risque, la règle de faire le premier dépistage à 50 ans, elle tombe. Il faut faire non pas un dépistage à 50 ans, mais un dépistage à 40 ans. J'ai vu des cancers du côlon dans ma vie professionnelle à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et ce sont parfois, même souvent, des cancers du côlon multiples, qui touchent à la fois le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche. Et ça amène à des interventions chirurgicales extrêmement mutilantes sur le plan digestif, puisque c'est l'ablation du côlon. Et l'ablation du côlon, c'est l'abouchement, après l'ablation de tout le gros intestin, du petit intestin, de l'intestin grêle, soit à l'anus, soit à une poche artificielle, c'est-à-dire l'anus artificiel à partir de l'intestin grêle, et vous avez des selles liquides en permanence, il n'y a pas de selles solides. Hein. Donc c'est un handicap qui est relativement important dans la vie quotidienne. Mais quand il s'agit de permettre à quelqu'un de vivre par cette intervention, il n'y a pas, bien entendu, à hésiter. C'est rare, heureusement,
j'ai dû voir 2-3, moi personnellement, 2-3 cancers à 17-18 ans du côlon, parce qu'ils appartenaient à des familles de polypose ou de polypose familiale ou de syndrome de Lynch, qui étaient des formes très avancées sur le plan génétique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien connu. Les formes familiales doivent être soumises à des surveillances différentes de la population globale, différentes par l'âge à partir duquel on doit prendre en charge ces dépistages. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui appartient à cette famille, qui a quelques troubles digestifs qui ne sont pas normaux, vous savez que la bonne santé d'un viscère, d'ailleurs quel qu'il soit, et le tube digestif c'est très vrai, c'est le silence des organes. Normalement, le silence, je l'entends, ça doit être quelque chose, un tube digestif ne doit pas faire mal, c'est pas normal. On peut avoir des douleurs abdominales passagères, mais c'est quelque chose qui doit rester passager et transitoire, ça ne doit pas persister. Dans des douleurs persistantes, c'est pas normal, et il faut bien entendu consulter. Et lorsque ces patients viennent vous voir en vous disant mon grand-père a eu un cancer du côlon, ma grand-mère, sa mère avait mon arrière-grand-mère a eu un cancer du côlon, on fait des arbres généalogiques. Mon père a eu un cancer du côlon, son frère, donc mon oncle a eu un cancer du côlon. Là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez une personne à très haut risque. Il faut lui faire donc des études génétiques, et actuellement, je vous disais qu'on en apprend tous les jours, il y a encore des gènes, des prédispositions que nous découvrons assez régulièrement, et qui permettent de différencier des familles entre elles, parce que toutes les familles ne se ressemblent pas, c'est normal. Et on sait quelles sont celles qui ont le plus de risques et celles qui ont le moins de risques. Parmi les très hauts risques, il y en a des très hauts risques, et d'autres à des très hauts risques, mais moyens, modérés. Donc on connaît de mieux en mieux cela, et donc il y a des gens à qui on peut même proposer des interventions chirurgicales préventives. Pour le côlon, c'est plus rare, mais on le fait grâce à la génétique, on le fait dans les seins, dans les ovaires. Il y a actuellement, on sait diagnostiquer sur le plan génétique des prédispositions à faire cancer du sein, cancer de l'ovaire. On sait que telle femme qui a tel gène, elle a une chance sur 2 de faire un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. C'est une chance sur 2. On va savoir, j'en suis sûr, dans quelques années, que dans ce groupe-là, puisque vous me dites, mais une chance sur 2, c'est pile ou face. Mais non, pour l'instant, c'est pile ou face. Mais dans ce groupe-là, on va distinguer, on va sélectionner des groupes qui sont encore à plus haut risque. Et il y aura des femmes pour lesquelles on saura que c'est non pas une chance sur 2, mais 75% de chance d'avoir. Quand je dis chance, c'est l'aspect statistique. Ça s'appelle comme ça. C'est de l'anglais. Et le 75%, c'est plus que 50%. Donc on sera beaucoup plus affiné, beaucoup plus approprié dans non seulement le discours, mais également dans la proposition thérapeutique. Donc ça, c'est un élément très important actuellement de faire pour les formes familiales une action de surveillance extrêmement rapprochée, et également des recherches du génome. Le génome, vous savez, c'est la connaissance de l'ensemble des séquences d'ADN, des acides aminés qui composent l'ADN, de toutes nos cellules. Actuellement, grâce à l'intelligence artificielle, ça m'amène trop loin, ça me fait peu importe. Grâce à l'intelligence artificielle, on sait sélectionner des personnes et avoir une connaissance extrêmement précise des séquences d'ADN et donc de la configuration génétique d'un individu. L'intelligence artificielle, parenthèse, l'intelligence artificielle nous a fait faire des progrès récemment colossaux. Il y a 20 ans, arrive le 21e siècle. On disait dans le laboratoire de biologie, ça sera le siècle du génome. À la fin du 21e siècle, nous connaîtrons le génome humain. Ce qu'on pensait faire en 100 ans, on l'a fait en 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on connaît le génome humain, qu'on sait établir le génome humain. Vous voyez l'accélération de l'arrivée de ces données. Actuellement, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des connaissances de la structure génétique d'un individu sans qu'on sache réellement interpréter toutes ces données. On accumule des données
dont on ne connaît pas réellement la portée, dont on ne connaît pas réellement toute la signification. Et actuellement, le gros travail des chercheurs, c'est justement d'essayer de voir s'il y a des corrélations entre ce que l'on observe au niveau des chromosomes, au niveau des gènes, et ce que l'on observe en maladie, hein, entre ce qu'on appelle le génotype, l'état des gènes, et la traduction sur le terrain, sur l'individu, de ces configurations génétiques. Ça s'appelle le phénotype. Hein, et ça, ce passage de l'un à l'autre, ça va nous demander du temps. Ça va nous demander du temps pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est qu'il nous faut du recul pour observer. Il faut du recul pour interpréter, pour voir ce qui correspond à quoi. Hein. Il y a une anomalie là. Je constate au niveau de l'individu telle ou telle pathologie. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Voilà. Ça, il nous faudra du temps pour le faire. Je ferme la parenthèse. Les formes génétiques sont donc rares, heureusement, mais elles sont à connaître. Et puis, il y a quelques maladies également, parmi les antécédents familiaux, quelques maladies d'ordre inflammatoire du côlon, qui peuvent être à l'origine du cancer du côlon. Et qui, bien entendu, nécessitent, avec beaucoup de précautions, parce que la coloscopie peut être dangereuse dans les formes inflammatoires du côlon. Hein. Elle peut entraîner des perforations, c'est-à-dire péritonite, et qu'il faut opérer assez rapidement. Ces formes inflammatoires-là, c'est la rectocolite ulcéro-hémorragique, c'est une maladie inflammatoire, au départ bénigne, et la maladie de Crohn. Vous avez peut-être entendu parler de cette maladie, c'est une infection de la paroi colique qui peut donner des abcès du côlon, de la diarrhée, des subocclusions, de la fièvre, ça évolue par poussée comme la rectocolite. Et on sait que ces maladies chroniques-là, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et on sait que les formes réfractaires au traitement, de la rectocolite ulcéro-hémorragique et de la maladie de Crohn, au bout de 10 ou 15 ans, 50% des cas se transforment en cancer, peuvent se transformer en cancer. Donc ces patients-là sont des patients qui sont très régulièrement suivis. Ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas convoqués, eux. Ils sont déjà convoqués d'office par leur médecin, par leur gastro-entérologue. Hein. Donc ce dépistage-là, s'il n'est pas fait chez ces patients-là, alors là, je ne vois pas à qui on peut le proposer. Il faut absolument ne pas les perdre de vue. Et quand on a dans sa clientèle une maladie du côlon, une maladie de Crohn ou une rectocolite ulcéro-hémorragique, on sait qu'on va devoir surveiller ces patients pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que c'est très difficile de s'en débarrasser de manière définitive. Donc, tout ceci pour vous dire que ce dépistage, il nous amène à diagnostiquer des formes précoces. Actuellement, on sait que 95% des stades 1, presque 100% des formes de transition entre le bénin et le malin sont guérissables, tout à fait curables, soit par des gestes limités de chirurgie endoscopique, soit par des gestes limités de chirurgie traditionnelle. Maintenant, on peut le faire avec le robot, mais on peut le faire aussi sans le robot, peu importe, il suffit de bien le faire. Donc ces malades-là guérissent dans des proportions très importantes de cas, et tant mieux. Et c'est quelque chose que nous ne connaissions pas avant le dépistage. On ne savait pas qu'on pouvait arriver à ces taux de guérison dans cette maladie, qui, si on la laisse évoluer, bien sûr,